Hello, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais attaquer la lecture du chapitre 2 du premier livre de Dresde-Urden qui s'intitule La chute de la maison de Vire. Dina remarqua avec satisfaction que tous les gobelours en vadrouille, tous les êtres de multiples races habitant Menzoberranzan en fait, y compris les drôles eux-mêmes, s'écartaient à présent toute hâte de son chemin. Mais cette fois, le second fils de la maison d'O'Urden n'était pas seul, et près de 60 soldats attachés à la famille avançaient en rang serré derrière lui. Plus loin encore, disposés de manière similaire mais faisant montre de beaucoup moins d'enthousiasme pour l'aventure, venait une centaine d'esclaves armés, de races moindres, gobelins, orques, gobelours. Les spectateurs ne pouvaient s'y tromper. Une maison de Drô partait en guerre. Cela n'arrivait pas tous les jours à Menzoberranzan, mais il ne s'agissait pas non plus d'un événement unique. Tous les 10 ans au moins, une maison décidait que son rang dans la hiérarchie de la cité pouvait s'améliorer grâce à l'élimination d'une autre. L'entreprise n'était pas sans risque, car il importait de disposer rapidement et discrètement de tous les membres nobles de la maison victime. Il suffisait d'un survivant capable de mettre en accusation la maison assaillante pour que la justice impitoyable de Menzoberranzan extermine à son tour la coupable. Mais, si le forfait était commis de façon aussi parfaitement perverse qu'il le fallait, aucune mesure de rétorsion ne s'ensuivrait. Toute la cité, y compris le conseil régnant des 8 mères matrones, applaudirait en secret la maison courageuse et intelligente. Plus personne ensuite ne ferait allusion à l'incident. Dina choisit un trajet détourné, car il ne voulait pas laisser une piste qui mènerait directement de la maison de Vire à la maison d'O'Urden. Une demi-heure plus tard, il était de nouveau en vue de la plantation de Talophyte, près du groupe de stalagmites où se dressait la maison de Vire. Ses soldats prirent avec enthousiasme position derrière lui, dégainèrent leurs armes et apprécièrent en connaisseurs le domaine devant eux. Les esclaves se mirent en position plus lentement. Beaucoup d'entre eux cherchaient une issue du regard, car ils savaient au plus profond d'eux-mêmes que ce combat verrait leur fin. Toutefois, ils craignaient la fureur des elfes noirs plus encore que la mort même. Ils n'essaieraient pas de fuir. Avec toutes les sorties de Menzoberranzan protégées par la vicieuse magie Drô, où pourrait-il aller? Chacun d'eux avait été témoin des punitions cruelles que subissaient les esclaves repris. Ils obéirent donc à l'ordre de Dina, et se disposèrent autour de la barrière de Talophyte. Dina sortit de la grande sacoche qu'il portait une plaque de métal chauffé. Il leva 3 fois derrière lui l'objet étincelant dans le spectre infrarouge pour faire signe aux brigades de Nalfheim et de Risen à l'approche. Puis, comme toujours porté à l'ostentation, il le lança en l'air en la faisant tournoyer, le rattrapa et le remit à l'abri de sa sacoche isolante. À la vue de ce signal tourbillonnant, la brigade Drô de Dina encocha des carreaux enchantés à ses arbalètes de poing et visa les cibles prévues. Un Talophyte sur 5 était un criard, et chaque pointe portait un DOMR capable de faire taire un dragon rugissant. 2, 3, compta Dina dans le code manuel Drô, puisqu'on ne pouvait rien entendre dans la sphère de silence magique qui englobait ses troupes. Il dut imaginer le clac, dû à la détente de la corde sur son arme quand elle projeta son carreau dans le criard le plus proche. La première ligne de protection de la maison de Vire fut ainsi réduite au silence par 3 douzaines de flèches enchantées. De l'autre côté de Menzoberranzan, Matrone Malice, ses filles et 4 prêtresses n'appartenant pas à la noblesse formaient le vicieux cercle sacré de 8 en l'honneur de Lot.
Elles entouraient une idole à l'image de leur divinité maudite, une araignée à visage de drôle sculpté dans une énorme pierre précieuse, et la priaient de leur venir en aide dans leur combat. Malice était assise à la place d'honneur du cercle dans un siège conçu pour l'accouchement. Brisa et Virna se tenaient à ses côtés, Brisa lui tenant la main. Elles psalmodiaient à l'unisson, combinant leurs énergies pour un sort d'attaque. Un peu plus tard, quand Virna, grâce à son lien spirituel avec Dina, perçut que le premier groupe d'assaut était paré, les 8 femmes du cercle d'Ourden envoyèrent les premières vagues sournoises d'énergie mentale en direction de la maison rivale. Matrone Guinafé, ses 2 filles et les 5 prêtresses les plus expérimentées rattachées à la maison de Vire faisaient cercle dans la chapelle principale du domaine aux 5 stalagmites. Une petite pièce obscure. Depuis que Matrone Guinafé savait qu'elle avait perdu la faveur de Lot, le cercle de Vire se rassemblait toutes les nuits en prière solennelle. Guinafé était bien consciente que sa maison resterait des plus vulnérables tant qu'elle n'aurait pas apaisé la reine araignée. Il y avait 66 autres maisons à Menzoberranzan, dont une bonne vingtaine en mesure d'attaquer une maison de Vire affaiblie par un tel désavantage. Les 8 prêtresses se sentaient anxieuses. Elles avaient la sensation viscérale que cette nuit serait décisive. C'est Guinafé qui perçut la première une explosion glacée de sensations confuses. Et elle se mit à bégayer en plein milieu de sa prière implorant le pardon. Les autres membres du cercle levèrent les yeux avec nervosité face à ce manque de maîtrise verbale inhabituelle de la part de leur matrone, attendant la reprise du rituel. « On nous attaque !» leur annonça Guinafé dans un souffle, sa tête déjà martelée d'une douleur sourde provoquée par l'assaut toujours plus puissant du cercle clérical de la maison d'Ourden. Le second signal de Dina mit les troupes esclaves en branle. Avançant toujours à couvert, elles se ruèrent en silence vers la barrière de Talofite, qu'elles tranchèrent à grands coups de sabre à large lame. Le second fils de la maison de Urden suivait d'un regard ravi l'invasion aisée du domaine. Rien de tel qu'une solide défense, chuchota-t-il tout bas, avec un air railleur, aux gargouilles rouges situées sur les hauts murs. Dire qu'elles avaient paru si menaçantes plus tôt dans la nuit. Elles se trouvaient désormais réduites au rôle de témoins impuissants. Dina sentit l'attente contenue mais croissante des soldats autour de lui. Il maîtrisa à grand-peine leur soif de combat typiquement drôle. De temps en temps, une lueur mortelle abattait un esclave qui avait eu le malheur de déclencher un glyphe de protection. Mais cela ne provoquait rien d'autre que de l'amusement chez le second fils et les autres elfes noirs. Les races moindres constituaient la chair à canon, sans valeur de l'armée d'Ourden. On n'avait pas fait venir les goblinoïdes à la maison de Vire que pour en déclencher les choses-trappes et défenses mortelles, et ouvrir la porte pour les drôles, les véritables combattants. La barrière était passée à présent. Le secret n'avait plus lieu d'être. Les soldats, attachés à la maison de Vire, présents à l'intérieur du domaine, se heurtaient de front aux esclaves de la force d'invasion. À peine Dina avait-il levé la main pour lancer l'ordre d'attaque que ces 60 soldats drôles anxieux de combat bondirent et chargèrent, leurs visages tordus d'une jubilation vicieuse, les armes brandies et agitées avec fougue. Mais ils n'oublièrent pas de ralentir au moment voulu, car il leur restait une tâche à accomplir. Tout drôle, noble ou du commun, possédait certains pouvoirs magiques. Invoquer une sphère des ténèbres, comme Dina l'avait fait plus tôt en direction des gobelours dans la rue, ne présentait aucun problème, même pour le plus humble des elfes noirs. Les 60 soldats de la maison d'Ourden furent ainsi en mesure de masquer le pourtour du domaine de Vire.
après la barrière de Talofite, en l'engloutissant sous une quantité de ses sphères. Malgré toutes leurs sournoiseries et les précautions prises, la maison de Hurden se rendait bien compte que de nombreux regards surveillaient l'assaut. De tels témoins ne représentaient pas un vrai problème, mais ils ne se donneraient pas la peine de chercher à identifier la maison responsable. Mais la coutume et les règles demandaient qu'on respecte un semblant de dissimulation. Telle était l'étiquette de la guerre chez les elfes noirs. Ainsi, en un clin d'œil drôle à l'éclat rouge, la maison de Vier n'apparut-elle plus au reste de Menzoberranzan que comme une tache noire dans le paysage. Risen se plaça à côté de son plus jeune fils. « Très bien, » signa-t-il dans la langue gestuelle élaborée des Doro. « Nelfheim passe par derrière. » Une victoire facile, répondit en silence Dina avec sa vantardise habituelle. Si on peut bloquer Matron Rinaf et ses prêtresses. Fais confiance à Matron Malice, conclut Risen. Il donna une claque sur l'épaule de son fils et suivit ses troupes à travers la barrière de Talofite abattue. Bien au-dessus du groupe de bâtiments de Vire, Zaknafei était confortablement installé dans le sein impalpable du serviteur aérien de Brisa et observait la scène qui se déroulait sous ses yeux. De son point de vue, il voyait l'intérieur de l'anneau d'obscurité qui cernait le domaine et entendait les sons au milieu du cercle de silence magique. Les troupes de Dina, les premiers soldats Dro à avoir pénétré l'enceinte, avaient rencontré de la résistance partout et se faisaient copieusement étriller. Nalfheim et sa brigade, les troupes de la maison d'Urden les mieux entraînées en sorcellerie, traversèrent la barrière à l'arrière du domaine. De la foudre et des boules magiques d'acide frappèrent la basse-cour au pied des bâtiments, abattant sans distinction les défenses de Vire et la chaire à canon d'Urden. Devant, dans la cour, Risen et Dinin commandaient les meilleurs combattants de la maison de Hurden. Zack put se rendre compte, quand la bataille fut pleinement engagée, que Lot considérait sa maison avec bienveillance. Car les coups de ses soldats étaient plus vifs et portaient mieux que ceux de leurs ennemis. En quelques minutes, la bataille fit rage partout dans l'enceinte délimitée par les 5 piliers. Le maître d'armes s'étira pour mieux supporter le froid persistant dans ses membres et donna l'ordre mental à l'élémental d'air d'entrer en action. Il descendit rapidement sur ce matelas intangible et sauta le dernier mètre pour se réceptionner sur la terrasse à l'extérieur des salles les plus hautes du pilier central. 2 gardes, dont une femme, se précipitèrent vers lui. Mais ils hésitèrent, les sens trompés, essayant de discerner la forme véritable de ce cri banal flou, de précieuses secondes perdues. Ils n'avaient jamais entendu parler de Zaknafein d'Ourden, et ne savaient pas que la mort était sur eux. Le fouet du maître d'armes, en un éclair, atteignit la gorge de la femme et l'entailla en s'y enroulant, tandis que de l'autre main, Zack exécutait à l'épée des bottes et des parades accomplies qui déstabilisaient le mal. Il acheva ses 2 ennemis d'un même mouvement, éjectant de la terrasse d'une simple torsion du poignet la femme entravée par le fouet, tout en frappant brutalement du pied le visage du mâle et en l'envoyant rejoindre sa coéquipière sur le sol de la caverne. Il se rua à l'intérieur où un garde se dressa devant lui, pour tomber tout de suite à ses pieds. Zack longea le mur incurvé de la tour stalactite. Son corps refroidi par magie se confondait parfaitement avec la pierre. Des soldats de la maison de Vire passaient à toute allure près de lui. Ils essayaient de se regrouper en défense contre la horde d'envahisseurs qui tenait déjà les niveaux inférieurs de tous les bâtiments et avait conquis 2 piliers entiers. Cela ne concernait pas le maître d'armes. Il ne laissait pas parvenir à sa conscience le bruit des lames d'adamantium qui s'entrechoquaient, les ordres hurlés, les cris d'agonie. Il se concentrait plutôt sur un son particulier qui le mènerait à destination. Celui d'une psalmodie frénétique chantait à l'unisson. Il se retrouva dans un couloir vide,
aux murs gravés de bas-reliefs représentant des araignées qui plongeaient droit vers le centre du pilier. Tout, comme dans la maison de Urden, ce couloir aboutissait à une énorme porte à double battant, richement décorée de motifs évoquant les arachnides. « Ce doit être ici », marmonna Zach en rabattant sa capuche sur sa tête. Une araignée géante surgit de sa cachette près de lui. Le maître d'armes plongea à plat ventre sous la créature en roulant sur le côté, et il put plonger son épée au plus profond de l'abdomen bulbeux du monstre. Un liquide visqueux se déversa sur lui, et l'araignée fut parcourue d'un bref frisson avant de mourir. « Oui, » chuchota-t-il en essuyant le jus poisseux sur son visage. « Ce doit être ici. » Il tira le cadavre répugnant pour le ramener dans son antre caché, et se glissa à côté en espérant que personne n'avait remarqué cette brève lutte. En entendant les rumeurs du combat, il sut que la bataille avait déjà atteint ce niveau. Toutefois, la maison de Vire semblait avoir enfin installé ses lignes de défense et ne cédait plus de terrain. « C'est maintenant, Malice !» reprit Zach à voix toujours aussi basse, avec l'espoir que Brisa, grâce au lien qui les unissait, ressentirait son anxiété. « Il ne faut plus tarder !» Dans la pièce cultuelle de la maison d'Ourden, Malice et ses subordonnés poursuivaient leurs assauts mentaux forcenés contre le cercle clérical de Vire. Lot entendait mieux leurs prières que celles de leurs adversaires, et, dans ce combat des esprits, donnait l'avantage à la maison d'Ourden, qui avait déjà aisément acculé ses ennemis à la défensive. Une des prêtresses mineures chez les De Vire avait déjà été anéantie par l'invasion de Brisa, et gisait morte aux pieds de Matron Guinafé. Mais les progrès avaient brusquement cessé. Le combat semblait se rééquilibrer. Matron Malice, soumise aux contractions douloureuses de l'accouchement, avait du mal à maintenir sa concentration. Sans sa voix, les sorts jetés par son cercle maudit perdaient leur pouvoir. Brisa serrait de toutes ses forces la main de sa mère jusqu'à en chasser le sang et à la faire apparaître fraîche aux yeux des autres. Le seul endroit frais sur le corps de la femme en travail. Elle étudiait les contractions et l'apparition de la chevelure blanche au sommet de la tête de l'enfant, afin d'estimer au mieux le moment de la naissance. Cette technique, qui consistait à sublimer les souffrances de l'accouchement en un sort d'attaque, n'avait jamais été tentée jusqu'à maintenant, sauf dans les légendes. Et Brisa savait que sa réussite reposerait sur une synchronisation parfaite. Elle murmura à l'oreille de sa mère les paroles de l'incantation rituelle. Matrone Malice fit écho au début de l'invocation, transfigurant ses cris de douleur, sublimant sa fureur de sa souffrance en pouvoir agressif. Dinen de Wardma Brechtol, psalmodia Brisa. Dinen de Wardma Brechtol, grogna Malice, si déterminée à se concentrer malgré la douleur qu'elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. La tête du bébé apparut un peu plus. Cette fois-là, elle ne repartirait pas en arrière. Brisa tremblait. Elle avait du mal à se rappeler la formule. Elle chuchota la rune finale à l'oreille de la matrone, presque effrayée des conséquences. Malice prit une profonde inspiration et rassembla son courage. Elle ressentait la trépidation du sort aussi nettement que la douleur du travail. Ses filles, rassemblées autour de l'idole, la regardèrent fixement, stupéfaites. Elle leur apparaissait comme une tache floue de rage brûlante, recouverte de lignes de sueur aussi brillantes dans le spectre infrarouge que l'eau en ébullition. « Avec !» reprit la matrone qui sentait monter la tension jusqu'à son prochain paroxysme. « Avec !» Elle ressentit la déchirure cuisante de sa peau, la soudaine délivrance glissante de la tête qui sortait enfin, l'extase subite qu'apporte la naissance. « Avec Dinak Brek Doward !» Malice hurla, repoussa sa douleur
torturante loin d'elle, la transmuant en une explosion prodigieuse de pouvoir magique qui renversa comme des quilles les prêtresses de sa propre maison. Porté par l'essor de la jubilation de la matrone Malice, le Dwemer tonna dans la chapelle de la maison de Vire, fit voler en éclats l'idole en pierre précieuse de Lot, réduisit les deux battants de la porte en un tas de métal tordu, jeta à terre matrone Guinafé et ses subordonnés débordés. Zach vit voler près de lui les portes de la chapelle et eut du mal à en croire ses yeux. « Un joli coup, Malice, dit-il en gloussant. Il atteignit très vite l'entrée de la chapelle et se précipita à l'intérieur. Il utilisa son infravision pour évaluer rapidement la situation et compter les occupantes encore vivantes de cette pièce dépourvue de lumière. Elles étaient 7 à tenter de se relever, leurs robes déchiquetées. Zach secoua la tête, incrédule face à la force brute du pouvoir de matrone Malice. Il rabattit sa capuche sur son visage et ferma les yeux. Il fit éclater à ses pieds une de ces petites sphères de céramique sans autre avertissement qu'un claquement de son fouet. Du globe brisé s'échappa une bille minuscule que Brisa avait enchantée pour ce genre d'occasion. Une bille qui brillait aussi fort que le plein jour à la surface. Pour des yeux accoutumés à l'obscurité et entraînés à discerner les gradients de température, une telle illumination produisait un éblouissement insoutenable. Les cris de souffrance des prêtresses eurent pour unique résultat d'aider Zach dans sa recherche systématique. Chaque fois qu'il plongeait son épée dans un nouveau cordreau, il souriait largement sous sa capuche. Il entendit l'amorce d'un sort un peu plus loin et comprit qu'une des prêtresses avait suffisamment récupéré pour le mettre en danger. Le maître d'armes n'avait pas besoin d'y voir pour viser. D'un unique claquement de son fouet, il arracha la langue de matrone Guinafé. Brisa posa le nouveau-né sur le dos de l'idole, en forme d'araignée, et leva la dague cérémoniale, admirant au passage son aspect redoutable. Sa poignée représentait un corps d'araignée pourvu de 8 pattes recouvertes de barbillons serrés tels que les poils d'une fourrure mortelle, toutes dirigées vers le bas, comme autant de lames acérées. Elle tenait l'instrument à la verticale de la poitrine du bébé. « Baptisez l'enfant !» demanda-t-elle. « La reine araignée n'acceptera pas le sacrifice d'un enfant sans nom !» Matrone Malice, la tête ballante, essayait de comprendre ce que lui disait sa fille. Elle avait mis toutes ses forces dans ce sort jeté au moment de la naissance et frôlait à présent l'évanouissement. « Baptisez l'enfant !» ordonna Brisa, anxieuse de satisfaire sa déesse jalouse. La fin approche, disait au même moment Dina à son frère qu'il avait croisé dans une salle en bas d'un pilier secondaire de la maison de Vire. Risen est presque arrivé au sommet, et on raconte que Zaknafei a achevé sa sombre mission. 2 douzaines des soldats attachés à la maison de Vire nous ont déjà prêté allégeance, répondit Nalfein. Eux aussi entrevoient la fin, s'écria Dina en riant. Pour eux, une maison ou une autre, c'est pareil. Pour les drôles du commun, aucune maison ne vaut qu'on meure pour elle. Notre tâche sera bientôt accomplie. Ça a été... Ça a été trop rapide pour que quiconque l'ait remarqué, ajouta Nalfein. Duorden, Dermon Naches Barnon, est désormais 9e maison de Manzo Beranzan. De Vire soit damné. Attention! Cria soudain Dina. Les yeux écarquillés, il regarde avec une expression d'horreur feinte au-dessus de l'épaule de son frère aîné. Nalfein réagit sur le champ et pivota pour faire face au danger derrière lui. Mais à l'instant même où il se rendait compte qu'on l'avait trompé, Dina lui enfonçait son épée dans l'échine. Puis il posa la tête sur l'épaule de Nalfein, joue contre joue, observant la dernière étincelle de chaleur qui jaillissait des yeux de sa victime. Trop rapide pour que quiconque l'ait remarqué, railla Dina,
faisant écho aux dernières paroles de son frère. Il laissa tomber le cadavre à ses pieds. Désormais, Dina est le premier fils de la maison de Horden. Nalfheim soit damné. Drizzt, dit Matron Malice dans un souffle. Je baptise l'enfant Drizzt. Brisa resserra sa prise sur le couteau sacrificiel et commença le rituel. Souveraine des araignées, prends cet enfant. Elle leva la dague prête à frapper. Nous te donnons Drizzt Do'Urden en rétribution de notre glorieuse vie. Attends s'exclama Maya depuis l'autre bout de la pièce. Son lien avec son frère Nalfheim s'était soudainement rompu. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Nalfheim est mort, annonça-t-elle. Ce bébé n'est plus le troisième fils vivant. Vierna jeta un regard intrigué à sa sœur. À l'instant même où Maya avait ressenti la fin de Nalfheim, elle, dans sa fusion avec Dina, avait perçu un puissant sursaut émotionnel. De l'exultation ? Vierna posa un doigt fin sur les lèvres serrées, se demandant si c'était Dina qui avait commis le meurtre. Brisa tenait toujours le couteau en forme d'araignée au-dessus de la poitrine du bébé. Elle avait tout de même envie de le sacrifier à Lot. « Nous avons promis le troisième fils vivant !» À Lot, avertit Maya. « Et c'est ce qu'il s'est produit !»« Mais pas en sacrifice !» objecta Brisa. Vierna haussa les épaules. Elle était indécise. Si Lot a accepté Nalfheim, alors il lui a été donné, remarqua-t-elle. En donner un autre pour attiser sa colère sur nous. Ce serait pire encore de ne pas donner ce que nous avons promis, insista Brisa. Achève le rituel alors, concéda Maya. Brisa raffermit sa prise sur la dague et s'apprêta à reprendre. Retiens ton coup, ordonna Matron Malice en se redressant sur son siège. Lot est satisfaite et notre victoire complète. Accueillez donc votre frère, le tout dernier membre de la famille Do'Urden. Un simple mâle, commenta Brisa, de toute évidence écœurée, en s'éloignant de l'idole et de l'enfant posé sur son dos. Nous ferons mieux la prochaine fois, gloussa Matron Malice, bien qu'elle ne pût être assurée d'une prochaine fois. Elle approchait de la fin de son 5e siècle, et les drôles, même jeunes, engendraient peu. À la naissance de Brisa, Malice était une jeune mère de 100 ans, mais au cours des 4 siècles suivants, elle n'avait eu que 5 autres enfants. Ce bébé, Drizzt, constituait en fait une surprise, et elle ne s'attendait guère à concevoir encore après lui. Assez de ces considérations, chuchota Malice à part elle, épuisée. J'aurai tout le temps pour ça. Elle se laissa aller sur son siège et sombra dans des rêves volatiles mais vicieusement agréables de pouvoir toujours croissant. Zaknafei avançait à l'intérieur du pilier central du domaine de Vire, capuche à la main, fouet épais bien assuré à la ceinture. La rumeur d'un combat se faisait encore entendre de temps en temps, mais ne durait pas. La maison d'O'Urden avait vaincu. La 10e maison avait pris la 4e. Il ne restait plus qu'à éliminer les témoins et les preuves. Un groupe de prêtresses de moindre rang avançait. Elles soignaient les Do'Urden blessés et réanimaient les cadavres de ceux pour qui elles ne pouvaient plus rien faire, afin qu'ils évacuent tout seuls la scène du crime. Une fois de retour au domaine d'O'Urden, les corps récupérables subiraient une résurrection et on leur remettrait au travail. Zach se détourna avec un frisson bien visible des prêtresses qui allaient de salle en salle, laissant derrière elles une quantité de plus en plus importante de morts vivants.
Le maître d'armes n'appréciait pas le travail de ces femmes, mais le groupe suivant faisait pire encore. Deux prêtresses de la maison du Horden guidaient une petite troupe de soldats dans le domaine et jetaient des sorts de détection pour repérer les endroits où pouvaient se cacher des survivants de la maison de Vire. L'une d'elles s'arrêta dans la grande salle à quelques pas de Zack, les yeux absents, concentrés sur les sensations créées par son sort. Elle tendit les mains, formant de ses bras une espèce de baguette de divination macabre, destinée à repérer la chair Drow. « Là-dedans !» s'écria-t-elle en désignant un panneau au pied du mur. Les soldats bondirent comme une meute de loups affamés et arrachèrent la porte secrète. À l'intérieur de la pièce, dissimulés, se blottissaient les enfants de la maison de Vire. Il s'agissait de nobles, non de Drow du commun. Il était hors de question de les laisser vivre. Zack hâta le pas pour laisser la scène derrière lui, mais entendit clairement les cris impuissants des enfants que les soldats d'Oerden prenaient plaisir à achever. Il se mit à courir. Au détour d'un couloir, il faillit se heurter à Dinin et Risen. « Nalfei est mort », lui annonça Risen sans marque d'émotion. Zack jeta aussitôt un regard soupçonneux sur le fils d'Oerden. « J'ai tué le soldat de Vire qui a commis cet acte !» lui assura Dinin sans se donner la peine de cacher un sourire arrogant. Le maître d'armes vivait depuis près de 4 siècles dans la société Drow, et il n'ignorait rien des méthodes de ce peuple d'ambitieux. Les deux frères étaient restés derrière les lignes, avec en permanence une troupe de soldats de Horden entre l'ennemi et eux. Quand ils avaient enfin eu l'occasion de rencontrer un Drow qui n'appartenait pas à la maison de Horden, la plupart des soldats survivants de la maison de Vire avaient déjà changé d'allégeance. Zack doutait que les deux frères de Horden, cette nuit, aient même seulement assisté à un combat. La description du carnage dans la salle de prière s'est répandue dans les rangs, déclara Risen. Vous avez œuvré aussi excellemment que d'habitude, ainsi que nous nous y attendions. Zack jeta au consort un regard de mépris et passa son chemin. Il sortit par la porte principale du bâtiment et, traversant l'anneau de silence et d'obscurité magique, retrouva l'aube sombre de Manzo Beranzan. Risen n'était que le partenaire sexuel actuel de Matron Malice. Rien de plus. Nombre de mâles l'avaient précédé dans ce rôle. Quand Malice se lasserait de lui, elle le reléguerait dans les rangs de la sodaltesque commune et lui retirerait son nom d'Oerden avec tous les avantages associés. Ou bien elle l'éliminerait. Zack ne lui devait aucun respect particulier. Il s'éloigna de la barrière de Talofit jusqu'au point de vue le plus élevé qu'il put trouver, puis s'écroula. Un peu plus tard, encore sous le choc, il observa la procession de l'armée d'Oerden. Le consort et son fils, les soldats et les prêtresses, suivis de 2 douzaines de morts-vivants Drow peu alertes, retournant chez eux. Ils avaient perdu et laissé derrière eux la quasi-totalité de leur chair à canon. Pourtant, les rangs qui s'éloignaient des ruines de la maison de Vire étaient plus fournis que ceux arrivés plus tôt dans la nuit. Ils avaient remplacé leurs esclaves tués par 2 fois plus d'esclaves capturés sur le domaine de Vire, et une 50aine au moins de la soldatesque commune des de Vire, dans une manifestation de loyauté typiquement Drow, avaient volontairement rejoint les rangs des assaillants. Ces traîtres seraient interrogés, un interrogatoire magique, par les prêtresses d'Oerden, afin de s'assurer de leur sincérité. Ils passeraient tous cette épreuve, Zack n'en doutait pas. La priorité pour les elfes noirs était la survie, et non la fidélité aux principes. On donnerait de nouvelles identités à ces soldats, et on les enfermerait pendant quelques mois à l'intérieur du domaine de Horden, le temps que la chute de la maison de Vire devienne un vieux conte sans intérêt. Le maître d'armes ne les suivit pas tout de suite. Il s'éloigna au milieu des talophites géants jusqu'à trouver un creux bien caché. Là, il s'allongeait sur le sol moussu
et leva le regard vers l'éternelle noirceur de la voûte de la caverne, noirceur à l'image de son existence. La prudence lui imposait le silence. Il était entré en ennemi dans la partie la plus puissante de la vaste cité. Il pensa aux témoins possibles de ses paroles, les mêmes elfes noirs qui avaient assisté à la chute de la maison de Vire et en avaient pleinement apprécié le spectacle. Mais, confronté aux événements de la nuit, à ce carnage, Zack ne pouvait contenir ses émotions. Ses plaintes sortirent de lui comme une supplication faite à un dieu bien au-delà de son expérience. Quel est donc ce monde où je vis? Dans quel sombre tumulte mon âme a-t-elle choisi son corps? Chuchota l'opposant furieux qui avait toujours fait partie de son être. À la lumière, je vois ma peau noire. Dans l'obscurité, elle luit blanche de la chaleur furieuse que je ne puis chasser. Si seulement j'avais le courage de partir, de quitter ce lieu ou cette vie, ou bien de me dresser ouvertement contre le mal qui sous-tend leur monde, celui des miens, de rechercher une existence qui ne soit plus la négation de ce en quoi je crois, de ce qu'en conscience je tiens pour vrai. On m'appelle Zaknafei Dourden. Pourtant, Dro, je ne suis pas, ni par choix ni par action. Qu'ils découvrent alors qui je suis, qu'ils fassent pleuvoir leur rage sur ces pauvres épaules déjà courbées sous le désespoir de Menzo Beranzan. Sans se soucier des conséquences, le maître d'armes se releva d'un bond. « Menzo Beranzan, quel enfer es-tu donc ?» hurla-t-il. Un peu plus tard, sans qu'aucune réponse soit venue en écho depuis la cité silencieuse, Zack chassa par quelques étirements de ses muscles là ce qu'il restait du sort glacial de Brisa. Il puisait un peu de réconfort au contact du fouet avec lequel il avait arraché la langue d'une mère matrone. Une petite pause avant d'attaquer le chapitre 3. Chapitre 3. Les yeux d'un enfant. Mazoge, le jeune mage apprenti, donc, à ce point de son éducation, guère plus qu'un elfe de ménage, appuyé sur son balai, regardait Alton de Vire qui entrait dans la plus haute chambre de la spire. Il éprouvait presque de la compassion pour l'étudiant qui allait devoir affronter sans visage. Mais il ressentait également beaucoup d'intérêt à l'idée des étincelles que sans nul doute cette rencontre entre Alton et le maître défiguré allait provoquer. Elle constituerait un beau spectacle. Il se remit à balayer, ce qui lui donna un prétexte pour se rapprocher de la porte qu'avait franchie le jeune De Vire.
Vous m'avez fait demander, maître sans visage répéta Alton de Vire, une main devant ses yeux mi-clos pour se protéger du vif éclat de 3 chandelles allumées dans la pièce. Il se sentait mal à l'aise et piétinait sur place, tout près du seuil. À l'autre bout de la pièce, sans visage, voûté, tournait le dos à l'étudiant. Autant faire cela vite et bien, se répétait le maître. Il savait cependant que le sort qu'il préparait à l'instant même tuerait Alton sans lui laisser le temps de connaître le sort de sa famille. Il n'obéirait pas complètement aux instructions de Dinin de Horden, mais l'enjeu était trop important, autant finir proprement. Vous reprit Alton, mais par prudence il s'interrompit et tenta de comprendre la situation. Il était très inhabituel d'être convoqué dans les quartiers privés d'un maître de l'académie avant même le début des cours. En entendant cet ordre, Alton avait craint d'avoir échoué dans une des matières. Cela pouvait suffire à lui faire rater l'ensemble de son cursus sa sorcière. Il avait presque fini ses études, mais l'opposition d'un seul professeur pouvait tout arrêter. L'étudiant avait brillamment suivi les cours de son visage. Il avait même eu l'impression que son énigmatique professeur l'aimait bien. Peut-être l'avait-il invité simplement pour le féliciter de l'obtention tout proche de son diplôme. Mais non. Même si Alton avait envie de l'espérer, c'était très peu probable. Les maîtres de l'académie Drô ne félicitaient pas souvent leurs étudiants. Il entendit alors une psalmodie chanter à voix basse, et se rendit compte que son visage était en train d'incanter un sort. Il en fut tout de suite alarmé. Il se passait quelque chose de franchement anormal, de tout à fait déplacé pour le protocole strict de l'académie. Alton se campa sur ses jambes et se raidit, suivant ainsi le conseil que tout jeune étudiant s'entendait marteler sans cesse et qui permettait aux elfes noirs de survivre dans leur société si proche du pur chaos. Tiens-toi prêt. La porte explosa devant Mazoge. L'impact le projeta contre le mur et répandit partout des éclats de pierre. Mais il se dit que le spectacle en valait la peine. Et même cette nouvelle échymose à l'épaule, lorsqu'Alton de Vire sortit péniblement de la pièce. Du dos et du bras gauche de l'étudiant s'élevaient des volutes de fumée. Et la plus exquise expression de terreur et de souffrance que Mazoge ait jamais eu le privilège de contempler était gravée sur son visage. Alton tituba et se jeta à terre pour s'éloigner en roulant sur lui-même. Sa première priorité était de mettre un maximum de distance entre lui et ce professeur assassin. Il suivit alors la courbe descendante du plancher et passa le seuil qui menait à la pièce suivante, plus basse, juste au moment où son visage faisait son apparition sur le seuil ravagé. Le maître s'arrêta le temps de cracher un juron, maudissant son sort avorté, et de se demander comment remplacer sa porte. « Nettoie-moi ça !» jeta-t-il sèchement à Mazoge, qui avait repris une pose nonchalante, les mains appuyées sur son balai et le menton posé dessus. L'apprenti baissa la tête avec soumission et entreprit de balayer les éclats de pierre. Mais il releva les yeux quand son visage passa devant lui et le suivit sans bruit. Inconcevable qu'Alton s'en sorte. Le spectacle promettait. La troisième pièce, la bibliothèque privée du maître, était la plus éclairée des 4 que comportait la spire. Des dizaines de chandelles brûlaient sur chaque mur. Satanée lumière, vitupéra Alton, en titubant jusqu'à la porte qui le mènerait à une autre pièce des quartiers de sans visage, puis à la sortie. Les illuminations lui brouillaient la vue et l'étourdissaient. Pourtant, s'il parvenait en bas de la spire qui constituait le logement du maître, il pourrait sortir dans la cour de l'académie et faire ainsi basculer les chances de son côté. Le monde d'Alton avait essentiellement été cantonné à l'obscurité de Menzoberranzan, mais le maître avait passé des décades à Sorcère, à la lueur des chandelles, et ses yeux avaient pris l'habitude de voir dans le spectre lumineux au lieu de discerner les gradients de température.
Le hall d'entrée était encombré de sièges et de coffres, mais il n'y avait qu'une seule chandelle allumée, et Alton recouvrit suffisamment la vue pour franchir tous les obstacles. Il se rua vers la porte et saisit l'énorme poignée, qui tourna sans effort, mais le ventail ne réagit pas à son coup d'épaule. Une étincelle d'énergie bleue le jeta à terre. Maudit en trois! S'écria Alton furieux. L'issue était dotée d'un verrou magique. L'étudiant connaissait un sort permettant d'ouvrir des portes magiquement fermées, mais doutait que sa magie soit assez puissante pour prévaloir sur celle d'un maître. En outre, dans sa hâte et son épouvante, il faisait du dos de Weimar un bredouillis incompréhensible. Inutile de courir, de Vire, le prévint sans visage depuis l'autre pièce. Tu ne fais que prolonger ton supplice. Toi aussi, je te maudis, répondit Alton à part lui. Il renonça à essayer de se rappeler ce malheureux sort. Il n'avait pas le temps. Il parcourut la pièce du regard en quête d'une issue. Il remarqua quelque chose d'inhabituel à mi-hauteur du mur, entre deux armoires. Alton recula de quelques pas pour avoir un meilleur angle de vue, mais se retrouva plus près de la chandelle, dans une zone trompeuse où ses yeux devaient interpréter à la fois la lumière et la température. Il discernait seulement une lueur uniforme dans le spectre infrarouge, d'une nuance juste un peu différente de la pierre des murs. L'entrée d'une autre pièce? Il ne pouvait que l'espérer. Il se rua à travers la pièce, s'arrêta juste devant l'objet et força son regard à se limiter à la vision normale, celle du monde de la lumière. En ajustant ainsi ses sens, le jeune De Vire éprouva un instant de perplexité. Il ne s'agissait pas d'un seuil, il n'y avait là aucune ouverture. Ce qu'il voyait en fait n'était autre que son propre reflet et celui de la partie de la pièce où il se tenait. Au cours des 55 ans de sa vie, Alton n'avait jamais rien vu de tel, mais il avait entendu les maîtres de sorcières parler de ce genre d'objet. Il se trouvait devant un miroir. Un mouvement perçu à l'entrée haute de la pièce lui rappela que son visage était presque sur lui. Il ne pouvait se permettre d'hésiter pour chercher la meilleure solution. Il baissa la tête et fonça droit sur son reflet. Peut-être s'agissait-il d'un portail de téléportation débouchant ailleurs en ville ou dans une pièce tout près. Ou peut-être, osa espérer Alton durant ces quelques secondes désespérées, se dirigeait-il sur une porte interplanaire qui le ferait accéder à un étrange plan d'existence inconnu? Il ressentit le picotement excitant de l'aventure tandis qu'il l'approchait de cette chose prodigieuse. Puis, rien d'autre que le choc de l'impact sur le verre qui vola en éclats, et sur le mur de pierre derrière lui, qui, lui, ne céda pas. Peut-être s'agissait-il simplement d'un miroir. Regarde ses yeux, chuchota Vierna à Maya, tandis qu'elles se penchaient toutes les deux sur le nouveau membre de la famille d'Ourden. Effectivement, les yeux de ce bébé étaient remarquables. Moins d'une heure après sa sortie de la matrice, ses pupilles se dirigeaient déjà de gauche à droite, pleines de curiosité. Elles émettaient la lueur normale des yeux sensibles au spectre infrarouge, mais à ce rouge familier se mêlait une touche de bleu, qui donnait aux iris une nuance violette. Un aveugle? S'interrogea Maya. Peut-être sera-t-il livré à la reine araignée après tout. Brisa leur lança un regard inquiet. Les elfes noirs ne permettaient pas aux enfants qui souffraient d'une déficience physique quelconque de vivre. Non, répondit Vierna en agitant la main au-dessus de l'enfant et en lançant un regard contrarié à ses deux sœurs. Il suit le mouvement de mes doigts. Maya vit que Vierna avait raison. Elle s'approcha de l'enfant et étudia son visage aux yeux étranges. Que vois-tu donc, Dritz de Urden demanda-t-elle d'une voix douce, non par gentillesse pour le bébé, mais pour ne pas déranger sa mère qui se reposait sur son siège, près de la tête de l'idole en forme d'araignée. Que vois-tu qui nous échappe? Alton sentit des éclats de verre craquer sous lui et s'enfoncer dans ses blessures alors qu'il changeait de position pour essayer de se relever.
À quoi bon se dit-il désespéré. Mon miroir gronda Sans Visage. Il leva les yeux sur le maître furieux planté devant lui. Il lui semblait immense, grand, puissant. Sa masse empêchait complètement la lumière de la chandelle de parvenir jusqu'à cette petite alcôve entre les deux armoires. À cause de la menace qu'il incarnait, il paraissait 10 fois plus imposant encore aux yeux de sa victime impuissante. Alton sentit alors qu'une substance poisseuse descendait en flottant autour de lui. Des morceaux de toile d'araignée installaient leurs prises gluantes sur les meubles, sur le mur, sur son corps. Le jeune De Vere tenta de bondir et de les éviter en roulant par terre. Mais le sort du maître l'entravait déjà, solidement. Il était pris comme une mouche d'Irgit dans les raies d'une araignée. D'abord ma porte, grommela le maître, et maintenant tu t'attaques à mon miroir. As-tu seulement une idée du mal que j'ai eu à me procurer un objet aussi rare? Alton secoua la tête, non pas pour lui répondre, mais pour libérer au moins son visage de ses liens. Ne pouvais-tu donc pas rester tranquille et me laisser accomplir proprement ma tâche? Rugit Sans Visage franchement écœuré. Pourquoi? Réussit à balbutier Alton en recrachant quelques fils qui s'étaient immiscés entre ses minces lèvres. Quelle raison avez-vous de vouloir me tuer? Tu as cassé mon miroir! Cela n'avait évidemment pas de sens. Alton n'avait brisé le miroir qu'à cause de l'attaque du maître. Il supposa que Sans Visage n'avait pas besoin de raison. Il savait qu'il plaidait pour une cause perdue. Mais on n'en poursuivit pas moins ses efforts pour dissuader son adversaire. Vous savez que je suis de la maison de Vere, s'écria-t-il avec indignation. La 4e maison. Cela ne va pas plaire à matrone Guinafé. Et c'est une autre prêtresse. Et une autre prêtresse sait comment découvrir la vérité. La maison de Vere? Répondit Sans Visage en riant. Peut-être tenait-il finalement une bonne occasion de faire subir à Alton les souffrances qu'avait réclamées Dinindo Urden. Ce jeune idiot avait brisé son miroir. Oui, la 4e maison, cracha Alton. Pauvre crétin, cacta le maître. La maison de Vere n'est plus. Ni 4e, ni 54e, ni rien. Le jeune drôle s'affaissa dans ses liens, qui l'empêchèrent de glisser jusqu'à terre. À quoi rimait ce babillage du maître? Ils sont tous morts, continuait l'autre d'un ton railleur. Matrone Guinafé voit Lot de plus près aujourd'hui. L'expression d'horreur apparue sur le visage d'Alton faisait jubiler Sans Visage. Tous morts, répéta-t-il méchamment. Sauf ce pauvre Alton qui aurait vécu suffisamment pour connaître le sort malheureux de sa famille. Mais je vais remédier tout de suite à cette exception. Sans Visage leva les mains pour jeter un sort. Qui? S'écria Alton. Le maître s'interrompit, perplexe. Quelle maison a commis ce forfait? Ou quelle maudite alliance de conspirateurs? Ah! Je devrais te le dire, répondit Sans Visage. De toute évidence ravi de la situation. Sans doute as-tu le droit de savoir avant de rejoindre les tiens au royaume des morts. La fissure s'élargit là où autrefois s'étaient trouvées ses lèvres. Mais tu as cassé mon miroir, grogna-t-il. Meurs donc, idiot. Tu ne vaux pas mieux. Cherche toi-même ta réponse. La poitrine du maître fut soudain prise de soubresauts, et des convulsions le secouèrent. Il se mit à balbutier des malédictions dans une langue totalement incompréhensible pour l'étudiant terrifié. Quel sort pervers cet ignoble monstre avait-il préparé pour lui? Quelque chose de si infernal que la psalmodie s'en faisait dans un langage obscur? Alton, pourtant bien entraîné, n'avait jamais rien entendu de tel. Et de si incroyablement vicieux que les termes en semblaient à peine maîtrisés par celui qui le jetait. Sans Visage s'effondra face contre terre et rendit le dernier soupir. Le regard abasourdi d'Alton passa de la capuche sur le crâne du maître aux robes sur son dos, puis aux carreaux qui les transperçaient.
Il vit le dard empoisonné tressaillir au moment encore sous le... Excusez-moi, je vais reprendre. Il vit le dard empoisonné tressaillir un moment encore sous le choc de l'impact, puis porta son attention plus loin, au centre de la pièce, là où le jeune elfe de ménage se tenait debout, impassible. « Belle arme, sans visage !» clama Mazoche d'un air extatique en admirant sous tous les angles l'arbalète de poing de bonne facture qu'il tenait. Il jeta un sourire pervers à Alton et ajusta un nouveau carreau. Matrone Malice se hissa hors de sa chaise et se mit péniblement debout. « Mais écartez-vous » jeta-t-elle sèchement à ses filles. Maya et Virna s'éloignèrent en toute hâte de l'idole et du bébé sur son dos. « Regardez ses yeux, Matrone Malice » osa suggérer Virna. « Ils sont des plus inhabituels. » Matrone Malice examina l'enfant. Tout avait l'air bien en place. Tant mieux. Car Nalfheim, premier fils de la maison d'Urden, était mort désormais. Et ce garçon, Drizzt, aurait fort à faire pour le remplacer dignement. « Ses yeux » répéta Virna. La matrone lui jeta un regard plein de venin, mais se pencha pour voir ce qui déliait tant de langues. « Mauve » dit Malice, étonnée. Elle n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. « Il n'est pas aveugle » glissa rapidement Maya en voyant le dédain envahir le visage de sa mère. « Va chercher la chandelle » ordonna Malice. « Nous allons voir ce que donnent ses yeux à la lumière. » Maya et Virna, par réflexe, se dirigèrent vers le coffre aux objets sacrés. Mais Brisa les coupa dans leur élan. Seule une haute prêtresse peut toucher les mystères du culte, leur rappela-t-elle d'un ton lourd de menace. Elle pivota avec mépris et prit dans le meuble une chandelle rouge déjà à moitié consumée. Les prêtresses portèrent la main à leurs yeux, et Matrone Malice mit la sienne prudemment sur le visage du bébé, quand Brisa alluma la chandelle sacrée. Elle ne donnait qu'une faible flamme, mais pour des drôles, cela représentait une agression lumineuse. « Apporte-la ici !» ordonna Malice quand leurs yeux se furent accoutumés à la clarté. Brisa approcha la chandelle de Drizzt, et la matrone retira peu à peu sa main du visage du nouveau-né. « Il ne pleure pas ?» remarqua Brisa, étonnée qu'un si petit bébé accepte sans protester une lumière aussi blessante. « Toujours mauve !» chuchota la matrone sans prendre garde à sa fille. « Dans les deux mondes, les yeux de cet enfant apparaissent mauves. » Virna eut un petit cri en reportant de nouveau son regard sur ses iris lavantes si frappants. « Il s'agit de ton frère !» lui rappela Matrone Malice, car la réaction de Virna lui semblait annonciatrice de complications à venir. « Quand il grandira, et que ses yeux te feront de l'effet, rappelle-toi, sur ta vie, qu'il est ton frère. » Virna se détourna, retenant sur ses lèvres une réponse qu'elle aurait sûrement regrettée. Les exploits de Matrone Malice avec presque tous les soldats mâles de la maison d'Urden, et avec beaucoup d'autres qu'elle parvenait à arracher à leurs maisons respectives, étaient presque légendaires dans tout Menzoberranzan. Elle se permettait de lui donner des leçons de pudeur. Virna se mordit la lèvre en espérant que ni Brisa ni Malice ne lisaient ses pensées à cet instant précis. À Menzoberranzan, laissez son esprit évoquer de tels ragots, vrai ou faux? À propos d'une haute prêtresse, vous valez une douloureuse mise à mort. Sa mère fronça les sourcils, et Virna craignit d'avoir été découverte. « Ce sera à toi de l'éduquer, » lui annonça Matrone Malice. « Maya est plus jeune, » osa protester Virna. « Si je poursuis mes études, je ne suis qu'à quelques années du titre de haute prêtresse. » « Rien n'est sûr, » lui rappela brutalement Malice. « Emmène l'enfant dans la chapelle proprement dite. Sèvre-le, apprends-lui à parler et enseigne-lui tout ce qu'il aura besoin de savoir pour accomplir dignement sa tâche de prince-page de la maison de Urden. »« Moi, je m'en occuperai, » proposa Brisa, sa main glissant déjà d'elle-même vers son fouet serpent.
J'adore apprendre aux mâles leur place dans notre monde. Malice lui jeta un regard mauvais. Tu es une haute prêtresse. Tu as d'autres devoirs plus importants à remplir qu'à éduquer un enfant mâle. Elle ajouta à l'adresse de Vierna. Il est à toi. Ne me déçois pas. Les leçons que tu enseigneras, Drist, te seront profitables à toi aussi. Cet exercice de maternage t'aidera à devenir haute prêtresse. Elle laissa un moment à Vierna pour considérer sa mission sous un jour plus favorable. Puis reprit la parole d'un ton de nouveau lourd de menace. Cela t'aidera peut-être, mais pourrait aussi te détruire. Vierna poussa un soupir, mais garda ses pensées pour elle. Cette corvée que sa mère venait de placer sur ses épaules occuperait l'essentiel de son temps pour les 10 années à venir. Au moins. Vierna n'appréciait guère la perspective de se retrouver tête à tête avec cet enfant aux yeux mauves pour 10 longues années. Mais l'autre possibilité, essuyer la fureur de Matrone Malice, paraissait sans contexte infiniment pire. Excusez-moi. Alton cracha un autre morceau de toile. Tu n'es qu'un jeune garçon, un apprenti, balbutia-t-il. Pourquoi voudrais-tu le tuer acheva Mazoge. Ce n'est pas pour te sauver, si tel est ton espoir. Il cracha sur le corps de son visage. Regarde-moi, un prince de la 6e maison réduit au rang de domestique de ce sale. Hunette l'interrompit Elton. La 6e maison, c'est la maison Hunette. Le drôle plus jeune porta un doigt à ses lèvres pincées en erectus. Attends un peu, remarqua-t-il en arborant un sourire sarcastique qui allait s'élargissant. Nous devons être la 5e maison, mais à présent, je suppose. Les De Vere ont été annihilés. Pas tous, grommela l'étudiant. Momentanément, l'assura Mazoge, le doigt sur le carreau d'arbalète. Alton s'affaissa un peu plus dans ses entraves. Se faire tuer par un maître était déjà humiliant, mais l'indignité d'être abattu par un tout jeune garçon. Sans doute devrais-je te remercier, ajouta Mazoge. Depuis quelques dizaines déjà, j'avais prévu de le tuer. Pourquoi insista Alton auprès de ce nouvel adversaire. Tu oserais assassiner un maître de sorcière uniquement parce que ta famille t'a placé à son service? Il n'arrêtait pas de me regarder de haut, s'exclama Mazoge. J'ai été pendant 4 ans l'esclave de cet arrière-train de bousier. J'ai nettoyé ses bottes. J'ai préparé des onguents pour son visage répugnant. Se montrait-il jamais satisfait? Oh non! Il cracha encore sur le cadavre et se remit à parler, davantage à lui-même qu'à l'étudiant entravé. Les nobles destinés à la sorcellerie ont le privilège d'entrer en apprentissage en attendant d'avoir l'âge de commencer à sorcière. Oui, bien sûr, j'étais moi-même l'apprenti d'eux. Ils ne voulaient pas me laisser y entrer. Mazoche continuait sans plus grande garde à Alton. Au lieu de sorcière, ils comptaient me contraindre à suivre l'enseignement de Mélémactère, l'école des guerriers. L'école des guerriers, et je ne suis qu'à 2 dizaines de mes 25 ans. Mazoche leva les yeux, comme il se rappelait soudain la présence d'Alton. Je savais qu'il me fallait le tuer, poursuivit-il en s'adressant directement à lui. Et voilà que tu débarques et que tu m'offres une occasion en or. Un maître et un élève qui s'entretuent au cours d'un combat. On a déjà vu ça. Qui enquêterait sur une telle histoire? Je suppose donc que je te dois des remerciements. Alton de Vere, d'une maison sans rang appréciable, ajouta Mazoge railleusement en s'inclinant très bas. Enfin, avant de te tuer. Attends. À quoi cela te servira-t-il de me tuer? J'aurai un alibi. Mais tu as déjà ton alibi.
Et nous pouvons encore l'améliorer. Explique-toi, répondit Mazoche qui, de fait, avait le temps d'agir. L'étoile de son visage, mage de haut rang, ne risquait pas de se desserrer trop vite. Libère-moi, déclara carrément Alton. Serais-tu aussi idiot que le disait Maître sans visage? Alton subit stoïquement l'insulte. Ce gamin se trouvait du bon côté de l'arbalète. Libère-moi, et je prendrai la place de sans visage, expliqua-t-il. La mort d'un maître soulève toujours des interrogations, mais si on le croit toujours vivant... Et que fera-t-on de ça? Demanda Mazoge en décochant un coup de pied au cadavre. Brûlons-le, répondit Elton. Son plan désespéré prenait forme très vite. Il sera Alton de Vire. La maison de Vire n'est plus. Il n'y aura donc ni vengeance, ni question. Mazoge avait encore l'air sceptique. Sans visage vivait très retiré, presque en ermite, insista Alton. Et moi, je suis tout proche du diplôme. Après 30 ans d'études, je peux sûrement assurer l'enseignement des bases de la magie. Qu'est-ce que j'y gagne? Alton resta bouche bée. Si surpris qu'il se laissa presque engloutir par la toile poisseuse, tellement la réponse lui semblait évidente. Un maître à sorcière qui sera ton mentor. Quelqu'un qui te facilitera grandement tes années d'études. Et qui pourra se débarrasser d'un témoin à la première occasion, remarqua Mazoge vicieusement. Qu'est-ce que j'y gagnerai? Rétorqua Alton. Me mettre à dos la maison honnête? La 5e de la cité? Alors que je n'ai pas de famille pour me soutenir? Non, mon jeune Mazoge, je ne suis pas idiot comme le pensait sans visage. Mazoche fit cliqueter sur ses dents un ongle long taillé en pointe et réfléchit aux différentes possibilités. Un allié parmi les maîtres de sorcières? Voilà qui ouvrait des perspectives. Une autre idée lui vint. Il ouvrit l'un des placards à côté d'Alton et entreprit de fourrager l'intérieur. Alton se crispa en entendant des flacons d'argile ou de verre se briser. Il pensait aux ingrédients, voire aux potions déjà élaborées que l'apprenti, par sa négligence, perdrait. Peut-être serait-il en effet plus à sa place à Mélémactère, pensait-il. Cependant, l'apprenti réapparut quelques instants plus tard, et Alton dut se rappeler qu'il ne se trouvait guère en position de décider de l'avenir de Mazoge. C'est à moi, affirma celui d'un ton sans réplique en exhibant un petit objet noir. Une figurine d'onyx à l'image d'une panthère en chasse, remarquablement détaillée. C'est un cadeau d'un habitant d'un plan d'existence inférieur pour un service que je lui ai rendu un jour. Tu as rendu service à une de ces créatures? Alton se sentait obligé de poser la question, parce qu'il avait du mal à imaginer qu'un simple apprenti aurait même eu des chances sérieuses de survivre à une rencontre avec un adversaire si imprévisible et si puissant. Sans visage, Mazoche donna un autre coup de pied au cadavre. C'est arroger tout le mérite et à garder la statuette. Mais ils me reviennent. Tu auras tout le reste ici, bien sûr. Je connais la plupart des douaimers à utiliser et je te montrerai ce qu'il y a à savoir. Tout à l'espoir de voir réellement la fin de cette abominable journée, Alton ne se souciait guère de la figurine pour l'instant. Il voulait d'abord se libérer de ses entraves pour pouvoir découvrir la vérité sur le sort qu'avait connu sa maison. Tout à coup, Mazoche, décidément plein de surprises, tourna les talons et s'éloigna. « Où vas-tu » demanda Alton. « Chercher de l'aide. »« Oups, excusez-moi. » J'ai fait un raccourci. « Chercher de l'acide. »« De l'acide » Il dissimulait sa panique, même s'il en avait le sentiment affreux de parfaitement comprendre où l'apprenti voulait en venir. « Tu veux sûrement que le déguisement soit convaincant, » expliqua tranquillement Mazoge. « Sinon, il ne vaudrait pas grand-chose. » Nous devrions nous servir de ces toiles tant qu'elles te tiennent. Elles te feront tenir tranquille. Non, commença Alton en guise de protestation. Mais Mazoche pivota et lui fit face.
un sourire pervers sur le visage. Oui, c'est sans doute douloureux. Une tâche pénible à accomplir, reconnut-il. Tu n'as plus de famille et ne trouveras pas d'allié à sorcière, puisque les autres maîtres n'avaient que mépris pour son visage. Il leva l'arbalète à hauteur des yeux d'Alton, y encocha une autre pointe empoisonnée. Peut-être préfères-tu la mort? D'accord! Va chercher l'acide! S'écria le jeune Devir. Pourquoi faire? Demanda railleusement Mazoge, l'arbalète toujours bien en vue. Que te reste-t-il comme raison de vivre? Alton Devir d'une maison sans rang appréciable. La vengeance! Répliqua Alton, un rictus sur le visage. La rage pure que trahissait son ton fit reculer Mazoge d'un pas, malgré sa position dominante. Tu n'as pas encore appris cela, mais tu le feras, mon jeune élève. Rien au monde motive davantage dans la vie que la soif de vengeance. Mazoge abaissa l'arbalète et considéra le prisonnier avec un nouveau respect, presque de la crainte. Mais l'apprenti de la maison Hunette ne se rendit compte de la solennité de la proclamation d'Alton, que lorsqu'il entendit Alton répéter, avec cette fois un sourire plein d'expectative. « Va chercher l'acide. » Et donc nous voilà arrivés à la fin du chapitre 3. J'espère que vous avez apprécié ce petit passage. N'hésitez pas à venir sur mon Discord ou à échanger avec moi via la chaîne YouTube ou via Twitch. Je serai à votre disposition. Sur ce,